Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons aborder le WebRTC. Vous ne savez pas ce que c'est? Ça tombe bien, on va l'expliciter et décortiquer son fonctionnement. Alors let's go! Alors d'abord un petit préambule sur le why, le pourquoi. Pourquoi faire une série de tutos là-dessus? Tout simplement car à part les liens que je vais vous passer en description, il n'y a rien explicitant la chose de manière concrète et minimale. Donc du coup on va essayer de corriger le tir en proposant une application minimale viable. Donc comme le but est de faire un système minimal viable à la sécurité près, j'ai décidé de le faire en JS pur. Après, si certains le souhaitent ou ont des soucis d'implème en AngularJS ou Angular, on pourra compléter avec une vidéo complémentaire. Néanmoins, il n'y a pas d'intérêt à corréler cette vidéo avec la formation Angular. Alors le WebRTC, avec RTC pour acronyme, signifiant Web Real Time Communication, littéralement communication en temps réel pour le web, est une API JavaScript établie par le W3C. Enfin, pour être exact, un ensemble d'API dont nous énumérerons après en détail leurs buts distincts. Donc le WebRTC est tout près d'une version 1.0, donc devenir une recommandation officielle. Donc pour être exact, certaines API ont déjà à l'heure où je vous parle atteint le statut de recommandation. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle en termes de recommandation, donc un petit rappel s'impose. En fait, les recommandations sont issues du W3C. Donc le W3C, c'est pour rappel donc le consortium établi par Tim Berners-Lee, donc le créateur du web, rien que ça, qui a permis d'établir les standards du web que nous connaissons tous aujourd'hui et qui sont open source, donc tels que le CSS, le HTML, le SVG et aussi toute la partie web sémantique avec RDF, Sparkle, etc. Bref, c'est une mécanique plutôt bien huilée. Donc on sait clairement que c'est la référence du web, c'est du hors compétition, ce n'est pas des technologies propriétaires, on peut donc avoir une totale confiance sur ces technos, notamment avec le WebRTC qui arrive. D'ailleurs Google est un des instigateurs à l'utilisation du WebRTC, il l'utilise encore à l'heure actuelle dans son Hangout et dans plein d'autres endroits. Google et Sony Ericsson ont commencé les premiers travaux depuis 2011 déjà. C'est le moment un peu d'expliciter ce qu'est en fait le WebRTC. Concrètement. Donc en fait le but du WebRTC c'est de réaliser une connexion en temps réel en peer-to-peer pour échanger des flux médias, donc ça peut être de la vidéo, de l'audio, ce que vous voulez, ou sinon des données, des fichiers, etc. en s'affranchissant le passage par un serveur. Donc une communication directe en temps réel, client à client. Pour ce faire, il n'y a pas véritablement de secret en fait. La seule solution est quand même de disposer d'un point de rendez-vous pour s'échanger les configurations. Donc on repose en fait sur une architecture triangulaire dans un premier temps avant de passer en totale autarcie à un peer-to-peer. Concrètement en fait on aura besoin d'un serveur mais temporaire pour mettre en relation les deux clients et échanger des flux médias ou données. Il y a énormément de points de sécurité sur lesquels on pourrait débattre, mais pour l'heure on va omettre cette partie comme je l'ai déjà mentionné. Donc la technologie WebRTC étant assez récente, son intégration au sein des différents navigateurs est encore inégale, bien que cela soit partiellement résolu avec l'utilisation de Polyfy tels que Adapter.js. Il en existe plein d'autres, mais ça, à nouveau, c'est hors scope. Donc ça se présente comme ça. En fait, il y a bien sûr le serveur temporaire et il y a Alice qui veut communiquer avec Bob. La première étape, en fait, c'est qu'Alice va demander une connexion à Bob. Enfin, elle va plutôt publier son offre sur le serveur. Donc son offre, c'est quoi? C'est un ensemble d'informations la décrivant et permettant de la trouver à travers le réseau. De plus, ça va déclencher au passage un événement qui va permettre d'envoyer l'ensemble des configurations de Alice. Donc en fait toutes les configurations possibles de Alice, du plus optimal au plus rustique. Donc chaque publication est appelée un Ace Candidate. Donc on reviendra là-dessus, ne vous inquiétez pas. Donc le serveur ici sert uniquement de point de rendez-vous ou de relais pour la rencontre. Donc Bob va pouvoir réceptionner l'offre, peu importe la méthode utilisée. Ça peut être du hard pooling, c'est-à-dire une requête AJAX ou XML HTTP request exécutée tous les X secondes pour surveiller dès qu'il y a un changement. Ou alors des méthodes un peu plus modernes et réactives, telles que les WebSockets. Dans notre cas, on utilisera les WebSockets pour illustrer tout ça. En fait, les WebSockets, justement, ça permet une communication en temps réel, mais cette fois avec un serveur, justement. Donc c'est à nouveau une recommandation du W3C. Nous l'aborderons brièvement, mais le principe c'est ça, c'est que là, par contre, les WebSockets, on est obligé d'avoir un serveur, alors que nous, avec le WebRTC, c'est justement notre but, on veut s'affranchir du serveur. Bref, on continue. Donc comme vous le savez, c'est symétrique. Du coup, une fois qu'il accepte, il envoie lui-même sa description et c'est Ace Candidate. Je parle de Bob, bien sûr. Donc voilà, tout comme Bob, Alice va recevoir toutes les informations et surtout l'API WebRTC
va pouvoir réaliser la négociation permettant de conserver l'ICE candidate, permettant une compatibilité pour pouvoir communiquer la meilleure qui soit. La peer connection bidirectionnelle est établie. Donc tout ceci est basé sur de l'UDP, il n'y a donc pas de connexion forte et de certitude de réception des différents paquets. Encore une fois, l'engouement est riche, donc il existe des bibliothèques basées sur des principes d'ACK, donc d'Acknowledge, permettant d'assurer l'intégralité du transfert. C'est bien sûr de nouveau hors scope de ce tuto d'initiation. Alors voilà son fonctionnement, hein. Maintenant on va voir un peu les différentes API qu'il y a. Donc pour le coup il y en a vraiment 3 qui sont vraiment importantes. Donc le Media Stream qui permet d'avoir en fait accès au flux de données médias comme la caméra ou le micro de l'utilisateur. Donc vraiment pouvoir ouvrir la connexion avec le device tout simplement entre l'onglet, donc la fenêtre web et le device. Ensuite on a le RTC Peer Connection. Donc lui c'est l'appel audio ou vidéo avec quelques utilitaires pour l'encryption et la gestion de la bande passante. Donc voilà, il arrive avec d'autres objets bien sûr que nous verrons, donc le RTC Session Description et le RTC Ace Candidate. Donc et ensuite il y a le RTC Data Channel, donc là c'est que si on veut faire de l'échange donc en peer-to-peer de données, ou donc par exemple pour le partage de fichiers, mais aussi de données volatiles comme la création d'une messagerie instantanée ou de chat en peer-to-peer par exemple. On pourrait imaginer toutes sortes de données. Comme je le disais depuis tout début de la vidéo, c'est encore assez expérimental et c'est pas très normalisé, surtout pour l'utilisation du screen sharing. D'ailleurs, le screen sharing admet plusieurs niveaux de restriction, donc uniquement une partie de l'écran, l'onglet courant, tout le navigateur ou carrément l'ensemble de l'écran. Donc voilà, à ce titre, en fait, le navigateur va brider tout cela. C'est pour ça que pour le screen sharing, on préconise voilà, l'utilisation d'extensions en fait à installer pour chaque navigateur à l'heure actuelle. Il n'y a pas vraiment de solution magique. Et surtout pour les navigateurs antécédents à 2015, le fonctionnement de la première API, donc je le rappelle le MediaStream, hein, fonctionnait en HTTP seul, mais maintenant voilà, l'HTTPS est obligatoire pour des raisons de sécurité à nouveau. En conclusion, de cette première partie overview, on remarque que c'est un outil déjà très utilisé et pourtant pas encore totalement standardisé, et pour cause il répond à un besoin essentiel qui permet en fait la communication via de nouveaux médias et surtout les réseaux modernes tels que la 4G rend cette technologie d'ores et déjà opérationnelle. Bref, faire du WebRTC sera sûrement quelque chose de totalement standard dans quelques années d'ailleurs, et ça a déjà commencé, des wrappers offrant plus de fonctionnalités sont déjà sortis, c'est vraiment les prémices et comme souvent difficile de s'y retrouver. C'est pour ça que je présente que l'API en elle-même en attendant qu'une véritable librairie émerge et devienne leader. Vous savez, on pourrait faire le parallèle un peu quand Ember.js, Backbone et AngularJS ont émergé. Voilà, il faut savoir qu'il y avait des milliers d'autres concurrents et voilà, il faut toujours attendre cette première phase où c'est que il sort un peu tout et n'importe quoi. Et où il y a une très forte concurrence, ce qui est aussi très sain pour la communauté JS. Donc au niveau de ce que nous allons présenter donc, comme application, donc nous c'est une communication entre Alice et Bob, donc deux applications front et un serveur en WebSocket. Donc les WebSockets, je le rappelle, c'est une recommandation du W3C pour pouvoir faire de la communication en temps réel entre clients et serveurs. Et une fois qu'en fait ils seront échangés, donc tout ce qu'il faut, ils basculeront automatiquement en WebRTC. Donc en client peer-to-peer, ils auront besoin de personne, ils pourront communiquer à travers le réseau depuis leur poste. Donc, si comme moi vous pensez que le WebRTC c'est un plus, donc cette petite série est faite pour vous, car vous allez voir qu'en fait voilà, en quelques lignes on va pouvoir vraiment faire une communication de client à client. Alors je vous dis à la prochaine pour l'implémentation.